Bonjour à tous, bienvenue dans le temps de l'info de 9h à midi sur LCI. Aujourd'hui, jeudi 1er février, Bruxelles, capitale de la colère européenne. Regardez ces images. C'est l'image du bras de fer entre les agriculteurs européens et leurs pays nationaux et également donc le pouvoir à Bruxelles. Emmanuel Macron arrive à 9h au sommet extraordinaire des chefs d'État. Il a fait miroiter des progrès. S'est-il avancé? Nous allons nous arrêter évidemment sur cette actualité brûlante au sens propre et figuré avec ces feux de joie que font brûler les agriculteurs européens à Bruxelles. Le gouvernement en France a haussé le ton avec 79 agriculteurs en garde à vue. Quel effet va produire ce tour de vis sur le mur de détermination affiché par les manifestants? Gabriel Attal joue-t-il l'usure? La situation va-t-elle basculer d'un côté ou de l'autre? On va se poser la question avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, cette image, regardez-la parce qu'elle illustre parfaitement le bras de fer entre l'Europe et les agriculteurs. Des milliers de tracteurs ont convergé vers la capitale européenne, Bruxelles, où se tient aujourd'hui un sommet extraordinaire, originellement consacré à l'Ukraine, mais la question agricole va y être très importante. Et donc on va s'y arrêter évidemment longuement. Il y a l'enjeu européen, il y a l'enjeu français, parce que hier il y a aussi une crispation sur le front national, des tracteurs à quelques mètres des blindés sur l'autoroute du Sud à Paris. Image de l'impatience grandissante, de la tension des agriculteurs. On va essayer de décrypter l'état d'esprit des agriculteurs, ce que le gouvernement peut faire au niveau national, ce que Bruxelles peut décider aujourd'hui. On va le faire avec vous. Bonjour Arlette Chabot, éditorialiste politique LCI. Bon, on a du mal, pour tout dire, à saisir exactement où on en est, et politiquement, et d'ailleurs du point de vue des agriculteurs aujourd'hui. Comment est-ce que vous caractérisez la situation? Aujourd'hui, c'est évidemment un jour clé, parce qu'il y a d'un côté, il y a Bruxelles, les négociations, des décisions qui peuvent effectivement mettre un terme, ou en tout cas beaucoup calmer la colère, et notamment en France, mais aussi ailleurs en Europe, on le voit. Et puis, donc, il y a les décisions et puis les actions sur le terrain. Et aujourd'hui, et depuis hier d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des hésitations. Il y a une hésitation du côté des objectifs de la coordination rurale. On l'a parlé hier beaucoup de Rungis et de ceux qui sont arrivés à pied, parce que pour atteindre l'objectif qu'ils s'étaient fixé, c'est-à-dire Rungis, symbolique, on va affamer Paris, pour faire simple, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Et puis il y a un gouvernement qui avait fait de cet objectif à atteindre une ligne rouge qu'il ne fallait pas atteindre. Donc ça s'est traduit effectivement par des interpellations. Et ce matin, il y a des voix divergentes. Les uns disent on rentre à la maison, on récupère les nôtres, ils vont sortir de garde à vue. Et hop, on rentre à la maison. Et puis les autres qui disent on marche sur Paris. Je vais vous faire écouter quelques réactions à ces gardes à vue. Ces agriculteurs, il y a eu 2 vagues d'arrestations hier. D'abord une quinzaine de personnes, puis 90 personnes, 79 gardes à vue en tout. Et écoutez, c'est un montage de Marion Villette, écoutez cette exaspération traduite par ces hommes, mais aussi ces femmes qui se sont fait arrêter hier. Eh bien, complètement dégoûté. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, se mettre la corde, et puis voilà, merci pour l'agriculture française, merci. Au revoir, adieu. Ça va bien se passer. Ils vont nous nourrir pendant 8 jours. Il y aura le rouge, le saucisson, mais ils m'ont piqué le couteau par contre. Donc ça va être le bordel. Vous n'avez pas hâte pour vos enfants, c'est pour eux qu'on travaille. C'est pour eux. La soirée va être longue. Donc il y a un dépôt de plainte pour dégradation, alors qu'on est rentré 6 secondes là-dedans et qu'on a les preuves avec les images, qu'on n'a rien pété. Écoutez-moi bien. Et non, ils nous embarquent pas 2. Ils vont tous nous embarquer. Moi j'aurais honte. Moi si j'étais à votre place, je le poserais ce costume. Déjà, être armé comme ça contre des paysans, sans déconner. J'ai honte de ce pays, honte. Honte de ce pays. Même pas le droit de s'exprimer à la capitale, j'en ai honte. C'est fort ce qu'on entend, avec cet agriculteur qui interpelle un policier en disant s'armer, être armé contre des paysans. Ça résonne très fort. Bonjour Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Merci d'être avec nous. Pascal Périge, éditorialiste économie LCI. Tous les matins,
dès 6h avec Jean-Baptiste Boursier dans la matinée. 5h57 le rendez-vous. Mais oui, vous avez raison, soyons précis. 5h57, à cette heure-là, toutes les minutes comptent, Pascal, vous le savez bien. Donc la matinale sur LCI. Merci de jouer les prolongations avec nous. Et puis, nous sommes en ligne avec Édouard Lynch. Merci de nous accorder de votre temps. Professeur d'histoire contemporaine à l'université Lumière Lyon 2, spécialiste de l'histoire de la paysannerie française au XXe siècle. Ce sera très intéressant de mettre ce qui se passe aujourd'hui en perspective avec les mouvements précédents. Mais d'abord, ces paysans, ces agriculteurs arrêtés et qui ressentent une indignation intérieure. Ils ne sont pas venus pour ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, il y a un stock de frustration dans le monde agricole qui ne date pas d'hier. Donc vous avez des gens qui arrivent, qui expriment les difficultés du quotidien. C'est des tensions de trésorerie. C'est des agriculteurs qui n'ont pas reçu les aides de la PAC alors qu'elles leur étaient promises, qui attendent d'un guichet de l'État un coup de pouce, qui sont en vraie difficulté. C'est-à-dire que derrière ce mouvement, il faut comprendre qu'il y a la détresse d'hommes et de femmes. Alors ce sont des chefs d'entreprise. Ils se font arrêter. Alors, ils sont arrêtés, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont franchi la ligne rouge qui a été déterminée par le ministre de l'Intérieur. Et on voit bien, ils se disent, mais on s'y attendait pas. Non, mais il y a un peu de naïveté aussi. Alors, est-ce que c'est de la naïveté, est-ce que c'est fin ou est-ce que ça ne l'est pas ? Mais vous avez d'un côté, quand on regarde la situation, petite géographie du conflit, la FNSEA tient ses troupes. C'est très clair. Vous aviez hier 1000 tracteurs à La Roche-sur-Yon, qui est une petite ville en Vendée. Pas un incident. Là, il y a effectivement la symbolique de Rungis. Maintenant, la coordination rurale appelle ceux qui le souhaitent à monter vers Paris, vers l'Assemblée nationale. C'est confrontons-nous à la représentation du peuple. Il y a un peu de naïveté. Est-ce que c'est fin ou pas du verbe feindre. J'en suis pas certain. Je pense qu'il y a un peu de naïveté. Et vous savez, un vrai mouvement syndical, c'est un mouvement qui a un objectif. Ce qui fait défaut avec la coordination rurale, c'est qu'on ne voit pas à quel moment ils peuvent s'arrêter. Ça, c'est vrai. Ça, c'est au niveau national. C'est vrai qu'on est un peu perdu, un peu désemparé, déconcerté. Je voudrais vous demander quand même, Bernard Vivier, là, ça se passe à Bruxelles. Peut-être qu'il va aussi y avoir des arrestations, on ne sait pas. Ils sont en train de bloquer d'une certaine façon l'entrée dans le Parlement européen. Bon, il y a un tournant là. Il y a comme, voilà, maintenant fini de rire, on vous a laissé faire, par exemple en France, le ministre l'avait dit, on vous a laissé faire. Bon, maintenant, si vous ne jouez pas le jeu les règles du jeu qu'on a établies nous, ça peut tourner vinaigre. Oui, ces images que nous voyons, elles ne concernent pas que la France, elles concernent l'Europe entière. Et le choix de Bruxelles, avec 1000 tracteurs à Bruxelles, c'est important. Nous vivons là une sorte de parfum de gilets jaunes. Alors, le mouvement des agriculteurs ont bien pris soin de dire « nous ne sommes pas des gilets verts ». Mais, nous le voyons, coordination rurale, ils mettent le petit bonnet jaune, il y a une petite touche de gilet jaune. Pourquoi ? Parce qu'il y a une proximité dans la motivation. Le pouvoir d'achat. Le gasoil passe à 1,50 €, ça c'est les gilets jaunes en 2018, et là c'est le gasoil non routier. Il y a la question du revenu. Et puis plus profondément, une deuxième explication, une deuxième raison, c'est le sentiment d'être abandonné. C'est ceux d'en bas contre ceux d'en haut. Ceux d'en haut ou ceux de loin, c'est-à-dire Bruxelles. Ce sont les normes, c'est le sentiment d'être une classe sociale en réduction et donc en abandon. Nous sommes avec Mathieu Desmoulins en direct de Bruxelles. Est-ce que vous êtes là avec nous, Mathieu ? Vous suivez le sommet extraordinaire pour LCI, avec déjà des avancées qui ont été annoncées d'ailleurs, Marc Fesneau. Alors on vous rejoint dans quelques instants, la situation est confuse. Il y a 3 points sur lesquels déjà, et vous allez nous les préciser, Pascal, il y a eu des avancées. Les jachères, sur la question des jachères, ce que les paysans voudraient, c'est qu'on renonce à la décroissance. Le Green Deal, c'était l'organisation de la jachère, donc ce sont des terres qu'on ne cultive pas. C'est entre 4 et 5%, c'est le premier point. Deuxième point, c'est révision de l'accord Mercosur, notamment sur des quotas qui porteraient sur l'entrée de viande de bœuf qui viendrait d'Argentine et du Brésil. Attention, renégociation de Mercosur. Tous ceux qui vous disent abandon se trompent, de mon point de vue, parce que dans l'accord Mercosur, il y a aussi le fait qu'on peut exporter des biens manufacturés et que nous allons nous-mêmes importer du nickel, du cobalt, etc. Et puis, 4e point, c'est des quotas de production sur les productions ukrainiennes. Il y a 3 secteurs, la betterave avec le sucre,
les œufs et les volailles aujourd'hui. On verra tout à l'heure si ça va suffire. Parce qu'ils ne veulent pas des engagements pour une année, les agriculteurs. Ils attendent qu'on allège leurs contraintes de façon pérenne sur certains points. Donc, en fait, il y a un mot. Mais ça, c'est franco-français. Hein. Alors, il y a un mot magique pour les agriculteurs, ce serait le moratoire. Voilà. Oui. Voilà. Ils veulent un moratoire. Ça veut dire on arrête. Voilà. Alors que là, on dit oui, exemption partielle, la jachère, exception, mais à condition que, je cite quand même, qu'ils atteignent 7% de culture intermédiaire ou fixati d'azote, les lentilles et les pois. C'est ce que dit l'Union européenne. Oui, donc, donc si on dit moratoire, on dit stop et on discute. Mais si on ajoute déjà des trucs qui paraissent quand même très compliqués, ça ne va pas arrêter le mouvement. Je pense que vous résumez parfaitement l'état d'esprit des agriculteurs et leurs attentes. Ils sont là, on les voit, ils sont à Bruxelles. C'est un mouvement européen. C'est un mouvement européen. Mathieu Desmoulins, vous êtes à Bruxelles pour LCI. Qu'est-ce qui se passe? Les tracteurs sont vraiment juste devant le bâtiment du Parlement? Ils sont à quelques centaines de mètres, bonjour Elisabeth, et ils le font savoir de manière très sonore. Depuis hier soir même, on entend les klaxons résonner dans les rues de Bruxelles. Ils sont plutôt aux abords du Parlement européen, c'est-à-dire à un petit peu plus d'1 kilomètre du bâtiment du Conseil européen où l'on se trouve et où Emmanuel Macron est attendu d'une minute à l'autre pour cet entretien avec la présidente de la Commission européenne, où il sera question notamment du Mercosur. Pascal en parlait à l'instant, Arlette également. Comment obtenir davantage de garanties environnementales, sanitaires, pour que les agriculteurs français aient l'impression de jouer à armes égales avec les agriculteurs sud-américains. Et puis, il va être aussi question de ce bras de fer, en quelque sorte, qui s'engage entre la France et la Commission européenne. Bras de fer auquel Emmanuel Macron espère engager et associer un certain nombre d'autres États membres, d'autant que côté français, on a l'espoir que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, soit un petit peu plus à l'écoute de la volonté française, en rappelant que si elle est devenue présidente de la Commission européenne, c'est grâce à un accord, grâce au soutien des Français, et que les élections européennes approchant, son mandat va vite être remis en jeu et qu'elle aura à nouveau besoin du soutien de la France. Voilà, Ursula von der Leyen, elle est en campagne électorale. Oui. Ça compte aussi, évidemment, dans les rapports de force à Bruxelles. Emmanuel Macron va arriver dans quelques instants, on verra l'image. Donc pour cet entretien avec Ursula von der Leyen, avant l'ouverture du sommet extraordinaire. Édouard Lynch, l'Europe et les agriculteurs français en particulier, c'est une longue histoire. Il y a eu énormément de bras de fer. On se souvient de Jacques Chirac et Margaret Thatcher, rappelez-vous. C'était extrêmement, d'ailleurs, spectaculaire à l'époque. Comment, là, vous dites, c'est vraiment un ras-le-bol qui a atteint une forme d'acmé, comme on dit maintenant, une forme de... Et à son zénith. À son zénith. Merci beaucoup, Pascal. Je pense que la démarche de l'historien, c'est pas de se laisser trop embarqué par l'accumulation ou l'accélération des faits. Les manifestations à Bruxelles, il y en a eu très souvent, en 69, en 74, en 82. C'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, sur des formes tout à fait similaires à celles que l'on voit. Il y a eu un mort à Bruxelles, je crois que c'était en 74 ou en 82, je sais plus, mais en tout cas, voilà, il y a pas cette tradition, mais en tout cas, il y a ce rythme en fait, où beaucoup de choses se jouent à Bruxelles, et que donc la convergence européenne et des protestations est forte. Donc, il y a cet événement. Il faut pas en faire un tournant absolu. Je pense qu'il y a dans cette crise de janvier 2024 un certain nombre de convergences structurelles et conjoncturelles. Structurelles parce qu'il y a des difficultés notamment liées à que vous avez évoqué, à la question de l'inflation, à la question d'un certain nombre de problèmes aussi liés aux récoltes, je pense dans le midi viticole. Il y a des questions de transformation de la PAC qui créent des insatisfactions. Donc il y a des raisons un petit peu structurelles. Il y a aussi des raisons, si on s'en tient à la France, il y a aussi des raisons politiques au niveau gouvernemental et puis au niveau national. Pardon, Edouard, juste pour signaler qu'à l'image, en même temps que vous nous parlez des enjeux européens, Emmanuel Macron, le président français, il est parti. Voilà, il est passé, il est arrivé, voilà. Et donc dans quelques instants,
il va s'entretenir encore une fois avec la présidente de la commission. Regardez, non, alors c'est pas du tout notre président, mais ce sont les arrivées, somme extraordinaire qui débutent à 9h. Pardon Édouard, je vous ai coupé. Non, mais voilà. Donc il y a, à mon avis, il y a aussi un enjeu. Donc il y a un enjeu pour les agriculteurs. Il y a un enjeu politique. Il faut quand même se souvenir que le gouvernement qui est en place, qui avait des liens, qui a créé depuis son arrivée, bien avant, des liens assez forts avec les FNSEA, une sorte de partenariat, d'accord, de donnant-donnant, en acceptant un grand nombre de ces revendications. Donc la situation était plutôt stabilisée de ce côté-là. Et là, incontestablement, il y a une forme de débordement par la base, par des organisations concurrentes de la FNSEA et notamment la coordination rurale qui, historiquement, depuis sa création en 92, a toujours été sur un terrain anti-européen et sur un terrain de forme de radicalisation même symbolique des luttes. Et donc, cette convergence de facteurs explique cette forme de déstabilisation, parce que les acteurs agricoles sont différents. Je voudrais juste revenir, si vous me permettez. Oui, la détresse agricole. Voilà, les agriculteurs sont pas innocents. C'est pas la première fois qu'ils manifestent. Voilà, ils savent très bien que ils risquent si voilà, ils essayent de s'en prendre à effectivement des lignes rouges que le gouvernement a marquées, ça peut mal se passer. Je vous rappelle quand même que c'est assez frappant de noter que la répression policière qu'on observe ici, elle frappe pas la FNSEA, elle frappe la coordination rurale. Et ça aussi, c'est une tradition politique des gouvernements, et notamment des gouvernements conservateurs, avec leur alliance avec la FNSEA, d'avoir une politique à double tranchant. On l'a vu pour les protestations écologiques ou soutenues par des mouvements paysans qui n'étaient pas ceux de la FNSEA. Donc, on a des jeux d'acteurs aussi, des jeux complexes. Bien sûr, ils s'indignent d'être arrêtés, mais tous les manifestations, lors de la manifestation des retraites, des milliers de gens ont été arrêtés, qui étaient tout aussi dignes que les agriculteurs. Donc, c'est pas parce qu'on est agriculteur que... Je crois qu'Édouard Lich ne m'entend pas, mais vous avez tout à fait raison. Alors, c'est la coordination rurale qui a franchi la ligne rouge et qui donc, effectivement, logiquement, s'est fait arrêter, et pas la FNSEA, ce qui explique peut-être aussi cette différence de traitement. Mais puisque vous nous parlez de la coordination rurale, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce mouvement qui a éclaté au grand jour quand même, que tous les Français connaissent maintenant depuis le début du mouvement. Ils sont partis d'Agen pour rallier Paris. Ils sont arrivés dans l'Essonne. Oui. Dans l'Essonne, le préfet leur a intimé l'ordre, sous une forme, je pense, assez pacifique, de repartir. Et vous êtes avec nous, Jordan Olivier, et ils obtempèrent. Ils décident de repartir. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Oui, alors je suis avec un invité qui vous l'expliquera certainement mieux que moi. Je suis avec José Pérez, donc de la coordination rurale. Monsieur Pérez, le préfet vous a demandé de quitter le département. Est-ce que ça signifie la fin de la mobilisation ? Non, ça signifie pas du tout la fin de la mobilisation. Voilà, aujourd'hui on quitte le département vers le sud, on revient vers chez nous. On a toute une autre équipe à rejoindre après la Loire là-bas. On se regroupe et après on va redescendre tranquillement jusqu'à la maison. Mais si les annonces ne sont pas à la hauteur, on va rentrer chez nous, on va continuer à manifester chez nous. C'est là où on est le mieux, c'est là où on se fait le plus entendre peut-être. Il était inenvisageable de continuer cette mobilisation sur Paris, de continuer à progresser vers Paris ? On ne nous laisse pas progresser vers Paris. On nous a mis que des bâtons dans les roues. Depuis Limoges, on nous met des blindés. Donc on a eu des blindés à Limoges, des blindés à Vierzon, des blindés à sur la Loire, des blindés aux portes de Paris. Donc voilà, on nous laisse pas monter à Paris. Donc voilà, on ne peut plus rien faire. Médiatiquement, on a tout fait. Politiquement, ma coprésidente et mon président de la Chambre d'agriculture ont été reçus à Matignon. On a atteint Rungis. L'objectif est atteint. Maintenant, on attend des vraies mesures, des mesures concrètes. Et si on n'a pas ces mesures, on continuera à manifester et on continuera à faire ce qu'il faut pour avoir des vraies mesures. Vous me le disiez tout à l'heure, vous allez repartir, mais pas sans les agriculteurs gardés à vue. D'ailleurs, je crois que vous vous rendez à Créteil dans quelques instants. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on ne repart pas sans nos amis, sans nos agriculteurs. On est arrivés ensemble, on repart tous ensemble. Et là, oui, je vais partir à Créteil, rejoindre ma coprésidente, qui devrait, j'espère, sortir début d'après-midi. Voilà, on attend avant d'avoir des retours. Voilà, a priori, les auditions ont commencé ce matin à 9h.
Et bon, peut-être que, voilà, on ne sait pas du tout quand ça va se finir, mais bon, on espère que début d'après-midi, on puisse tous être ensemble et tous se préparer pour partir, quoi. Merci José Pérez. Vous l'aurez compris, donc les agriculteurs qui vont repartir d'ici quelques heures direction Agen, mais passant les agriculteurs gardés à vue et gardés à vue depuis leur interpellation à Rungis. Très intéressant votre invité, Jordan Olivier, avec Koseïla Bouech, parce que Michel Vivier, il a été très honnête, cet agriculteur de la coordination rurale. On rentre, on a fait le boulot. Maintenant, tout le monde nous connaît, on a été reçus à Matignon. Donc voilà, on compte dans le monde agricole, mais bon, on a des exploitations, on va continuer à se battre autrement. Oui, il rentre, il reste déterminé et très offensif. On l'a dit tout à l'heure, les gilets jaunes et les agriculteurs, il y a quelques airs de ressemblance, hein, le besoin de revenus, de pouvoir d'achat, et profondément le sentiment que nous, ceux d'en bas, nous ne sommes pas considérés, écoutés, respectés par ceux d'en haut, à Paris, ou ceux de loin, à Bruxelles. Mais il y a une grosse différence entre les gilets jaunes et les agriculteurs, c'est que les agriculteurs sont équipés d'organisations syndicales structurées, qui savent négocier, qui savent faire du lobbying. Ils sont toujours très forts, très francs. On n'est plus au temps de Margaret Thatcher et Jacques Chirac. On n'est plus au temps où Raymond Lacombe, le président de la FNSEA, Raymond Lacombe, mille bombes, avec son accent aveyronais, disait « je vais négocier ». Là, on a 3 organisations syndicales qui sont en rivalité, qui sont en compétition. La FNSEA, créée en 1946, elle est aujourd'hui massivement la première. Mais vous avez la Confédération paysanne, figure de proue, un autre aveyronais, José Bové, en 1987. Et puis en 1991, la Coordination rurale, qui aujourd'hui occupe les médias. Tout ça n'est pas neutre. Il y a en janvier de l'an prochain, en janvier 2025, des élections dans les chambres d'agriculture comme tous les 6 ans. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'hier, ils se sont un peu, c'est affreux ce que j'allais dire, tiré la bourre. Oui. Ils se sont fait concurrence. Il y en a qui vont à Rungis, il y en a d'autres qui amènent leur tracteur à quelques mètres des blindés sur l'A6. Rungis, l'A6, il y avait une forme de compétition à être sur l'image. Il y a une compétition, effectivement, pour qui est le plus déterminé. Il y avait une crainte, la FNSEA, raisonnable, appelant au calme, il faudra du temps pour régler tous ces problèmes. Donc ça, c'est la FNSEA qui a essayé de ne pas être débordée par sa base. Et ses bases régionales, si je puis dire, ses déclinaisons en région. Puis la coordination qui va évidemment, en fonction des élections de l'année prochaine, se dire « nous, on est plus déterminés que jamais ». Et en plus, effectivement, ils n'ont pas tout à fait la même attitude à l'égard de la PAC et de l'Union européenne. Donc tout ça fait que la compétition est importante sur fond aussi d'élections européennes. Mais Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il peut gagner de ça ou qu'est-ce qu'il peut perdre de cet éclatement, de cette concurrence, de la structure syndicale qu'il a en face de lui. Comment il peut gérer ça? Emmanuel Macron négocie aussi pour la FNSEA. Pardon de ce raccourci, mais c'est ça. En réalité, il va aujourd'hui à Bruxelles. Si le président de la République rapporte des résultats positifs, ça bénéficiera au syndicat de co-gestion ou de co-construction qui s'appelle la FNSEA, qui est considéré par certains agriculteurs comme un syndicat bourgeois. C'est la raison pour laquelle il y a eu un spin-off en 1991. Et donc, au fond, la coordination rurale, elle spécule sur le fait aussi que tous les objectifs ne seront pas atteints et qu'il restera des foyers de mécontentement dans le monde agricole dont ils se serviront, c'est un bras de levier, pour les élections aux chambres d'agriculture l'an prochain. Ils en ont 3 à ce stade, des chambres d'agriculture. 47, 86, 87, les départements. Vous verrez l'an prochain, dans mon rendez-vous, on verra que c'est un syndicat qui va progresser, sans doute. Édouard Lynch, cette structure syndicale, donc là maintenant on a 3 acteurs, on les a bien identifiés, on a découvert quand même pour beaucoup la coordination rurale, la confédération paysanne, on la connaissait, comme le disait Michel Vivier, et puis la puissante FNSEA. Ça, c'est classique. Oui, là, ce que je voulais dire, alors je suis tout à fait d'accord avec les propos qui ont été tenus, hein, cette question de la concurrence syndicale et la perspective des élections à venir est
a été clairement un enjeu important dans la montée en puissance. Et effectivement, vous avez dit qu'il se tirait la bourre. C'est tout à fait ça, dans cette idée de marquer le territoire médiatique. Et ça a été très vrai pour le Lot-et-Garonne, avec des images très fortes de radicalisation face à laquelle la FNSEA ne pouvait pas rester impuissante. Et de même, l'annonce de la marche vers Paris a poussé la FNSEA à mettre en scène son blocus tranquille, on va dire, de Paris pour être présent sur le terrain. Donc ça me semble être effectivement un élément tout à fait clair pour comprendre la manifestation. Je voudrais rajouter, alors j'entends les intervenants, c'est très intéressant, cet agriculteur de la Confédération paysanne, de la coordination sur l'histoire de l'attente des libérations. Historiquement, j'ai beaucoup travaillé, j'ai vu plein de manifestations rurales depuis les années 60, je les ai étudiées très précisément, et très clairement, c'est un des déclics de la sortie de crise. C'est-à-dire qu'on négocie avec l'État en disant, bon, ok, on arrête le mouvement, de toute façon on peut pas aller plus loin, mais donnant, nos prisonniers, vous nous les rendez. Donc il y a un jeu symbolique très intéressant, et ça c'est très spécifique à la Confédération paysanne. On voit, aux organisations agricoles, et ça témoigne aussi d'un traitement particulier, d'une tolérance plus grande. On voit pas à la fin de la manifestation contre les retraites ou à Sainte-Soline les manifestations qui disent à l'État vous libérez les prisonniers. Voilà, il y a cette espèce d'entente tacite qui permet aux paysans de rentrer la tête haute. C'est exactement le discours qu'on a eu, même si de fait ils sont pas allés dans leurs objectifs, et à l'État d'avoir un dénouement pacifié qui semble effectivement, alors on ne sait pas ce qui va se passer, mais qui semble quand même se converger. Donc on a là à l'écran des exemples assez intéressants de cette forme particulière de la mobilisation et de ces modes de résolution. C'est intéressant parce que vous dites que ils ont leur héros d'une certaine façon, et donc ils peuvent rentrer. Ça n'est pas une reddition. C'est un retour quasiment triomphal, alors que entrée symbolique. On ne sait pas ce que le Premier ministre leur a vraiment promis. Oui, entrée symbolique à Rungis hier, à pied, donc pas avec quand même les tracteurs qui ont bloqué Rungis. Libération des prisonniers, guillemets. C'est vrai que les écologistes, après Sainte-Soline, ne demandent pas la même chose, mais c'est aussi l'attitude du pouvoir, évidemment, et du ministère de l'Intérieur, des forces de l'ordre, qui n'est pas du tout la même. Depuis le début, on sait très bien, ligne rouge. D'ailleurs, on peut s'étonner, on dit fermeté à Paris, mais retourner en région, continuer à manifester, on va voir ce qui se passe en région. Parce que jusqu'à présent, il y a eu une extrême tolérance de la part, évidemment, du ministère de l'Intérieur pour tout ce qui concerne les régions. On a fait semblant de ne pas voir qu'il y avait des incendies, des feux qui avaient été allumés. Bon, on ne regarde pas, on n'en parle pas, donc on passe à autre chose. Mais là, on leur dit, en gros, ils rentrent chez eux, et la mobilisation n'est pas terminée, et on va voir jusqu'où va aussi la tolérance de Gérald Darmanin. On aurait tort de penser, parce qu'il rentre, Bernard Vivier, que dans le fond, ça y est, c'est fini. On est vers une sortie de crise. On est vers une sortie de crise, mais la crise n'est pas du tout finie, ça vient d'être dit. Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'éviter une montée, une escalade sur le plan français. Mais la crise n'est pas finie, bien évidemment. Il y a un rapport de force, mais un rapport de force qui se construit désormais moins avec gendarmes contre tracteurs, qu'entre leaders syndicaux et gouvernement. Et en ce sens, ça civilise d'une certaine façon la violence qui jusqu'à présent défraye la chronique. Alors, une violence relative. Une violence relative. Très relative, et ça éloigne encore plus ce mouvement des Gilets jaunes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Rappelons-le, les agriculteurs ont des syndicats structurés, quelles que soient les tendances. C'est toute la différence. Voilà. Pour conclure, Pascal. Oui, juste en un mot, il n'y a pas de symétrie entre les violences qui se sont exprimées, par exemple à Sainte-Soline ou à Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est ce qu'on est en train de mettre en contrepoint. Là, c'était des violences contre les personnes. Et ces violences symboliques, mettre du feu à du foin devant le Parlement européen, même du foin frais, ça fait beaucoup de fumée noire. Il brûle bien quand il est très sec. Mais vous avez vu qu'ils ont choisi de faire de la fumée noire, c'est-à-dire d'être très visible en réalité. Bon, entre les atteintes contre la sécurité et la sûreté des personnes, et puis les manifestations symboliques, certes un peu paysannes, c'est-à-dire spectaculaires, à Bruxelles et à Paris, il y a un grand écart, et il est normal que et la police et la justice traitent différemment ces deux dossiers. Un tout dernier mot, Édouard Lynch. Je voudrais dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette présentation, parce que la violence qu'on voit s'exprimer à Sainte-Soline, à Notre-Dame-des-Landes, est aussi liée au fait que les forces de l'ordre interviennent. Si les forces de l'ordre étaient intervenues massivement pour dégager
la 64 lors des premiers mouvements, je peux vous assurer qu'il y aurait eu des violences. C'est-à-dire que les violences, elles sont aussi provoquées par l'attitude des forces de l'ordre qui décident d'intervenir. On le voit à Rungis. Monsieur, des gens qui arrivent avec des boules de pétanque ou avec des armes par destination, qui mettent le feu au camion de police, c'est pas la même chose. Pardonnez-moi. On a eu dans l'histoire, moi j'ai travaillé sur les manifestations paysannes et la violence est toujours apparue. Il y a eu des morts dans les manifestations paysannes dans les années 60, dans les années 70, lorsque l'État décidait de mettre fin au mouvement et de s'y opposer par la violence, notamment lorsqu'il s'agissait de mouvements qui politiquement n'étaient pas avec lui. Donc je pense que là, il y a une forme de on a un oubli de la façon dont s'organise la violence policière. C'est ce que montrent beaucoup les travaux des sociologues et des spécialistes. Merci infiniment, Édouard Lynch, d'avoir été avec nous au Fil Rouge. Je rappelle que vous êtes enseignant d'histoire contemporaine à Lyon, 2 spécialistes de l'histoire de la paysannerie française au XXe siècle. Arlette Chabot, le tout dernier mot. C'est fini, le dossier est passé entre les mains de Gabriel Attal et Emmanuel Macron? C'est pas fini, c'est-à-dire que tout dépend du résultat aujourd'hui. Et encore une fois, le diable se cache toujours dans les détails. Ce sera aussi des engagements. Et regardons l'application de ces engagements ou de ces victoires, guillemets, présentées comme des victoires déjà par Emmanuel Macron. Donc tout n'est pas terminé. Et réaction sur le terrain, quand les tracteurs sortent, ils ne rentrent pas le lendemain à la maison et à la ferme. Il faudra beaucoup quand même pour mettre un terme au mouvement. Donc sortie de crise, point d'interrogation. Rendez-vous ce soir. Sortie de crise, point d'interrogation. Ça bouge, c'est difficile à appréhender, mais c'est pas fini. Il y aura une prise de parole d'ailleurs, soit du Premier ministre, soit du Président de la République avant la fin de la semaine pour essayer de faire le bilan global et calmer le mouvement. Regardez ce dessin de CAC à la une de l'opinion, Bernard Vivier. Regardez, à droite, Emmanuel Macron face aux tracteurs, à gauche, Volodymyr Zelensky face à ses chars. À chacun sa guerre. C'est ça aussi l'actualité. Dans un instant, l'avenir de l'Ukraine se joue aussi à Bruxelles aujourd'hui. Bernard Vivier, merci infiniment. Vous faites très bien, Monsieur Lacombe. Milbombe, c'était son... Parce que je suis aveyronné aussi. Voilà. J'ai perdu mon accent, mais je l'ai toujours au cœur. Merci d'avoir été avec nous. Pascal Perry, qu'on retrouve demain à 5h57 sur LCI dans la matinale de Jean-Baptiste, et Arlette Chabot, qu'on retrouve avec bonheur à chaque fois que c'est utile pour nous. Merci infiniment. Dans un instant, sommet Ukraine ou sommet Orban? Plutôt, on en parle avec nos invités.